Alors, Shabbat Shalom à tous, c'est encore votre frère Dawad. Encore une fois, une bienvenue au Bani Hacharal, les descendants de Jacob, donc les Bantous. Bienvenue également à tous les étrangers européens et africains, qui obéissent également aux instructions de Yah. Vous êtes les bienvenus. Ceci est la deuxième partie de ce que nous avons commencé la semaine passée, qui était la dynamique de la mélanine. La dynamique de la mélanine, donc deuxième partie en ce jour de Shabbat. Alors quelques rappels par rapport à la vidéo de la fois passée, de la semaine passée. Nous avons donc dit que la mélanine, c'était quoi? Ça veut le terme mélas, qui veut dire noir. Et nous avons dit que pratiquement tout contient de la mélanine sur la Terre. Dans les plantes, il y a la mélanine qu'on appelle l'allomélanine. Dans les êtres mélaninés, il y a le mélanine. Donc dans les êtres mélaninés, ce sont les mélodermes, ou bien les gens qu'on appelle noirs. Les mélodermes, il y a le mélanine. Dans les êtres non mélaninés, donc les leucodermes, eux qui n'ont pas de mélanine, ils ont ce qu'on appelle la phéomélanine. Et nous avons vu que c'était responsable de la couleur rouge, rosâtre. Alors que le mélanine, c'est sombre. Et on a vu que dans le sombre, il y a différents grades de sombre. Ça va du très noir au plus clair. Nous avons vu cela. C'était un petit rappel pour voir où l'on est. Alors, nous avons également parlé de l'albinisme, qui est en fait une déficience dans le sens où c'est une manque de construction de l'eumélanine. Donc, la mélanine ne parvient pas à aller dans tout le corps. C'est ça l'albinisme. Donc, j'insiste bien ici, c'est une sœur qui a fait la remarque, que ceux qui ont atteint d'albinisme ont également de la mélanine, mais en petite quantité par rapport à ceux qui ne sont pas atteints d'albinisme. Alors que les leucodermes, eux, n'ont pas de mélanine, mais ils ont la phéomélanine. Voilà, j'espère que c'était bien clair. Donc, comme je le disais aujourd'hui, le programme c'est quoi? C'est la deuxième partie. Nous allons parler de la structure de la mélanine. Nous allons parler de la vitamine D. Nous allons parler de l'addiction, quelques remarques par rapport à la mélanine. Et nous allons également parler de comment protéger notre mélanine. Parce que nous savons que ça ne peut pas être synthétisé, ça veut dire fabriqué en laboratoire. Voilà le programme de cette vidéo. On y va directement. Alors, il y aura beaucoup de termes scientifiques. Je vais essayer d'être le plus simple possible. J'essaie d'éviter au maximum les termes scientifiques. Mais pour certaines choses, j'étais obligé de le faire. Donc j'essaie de faire un résumé. J'ai pris des notes pour utiliser les mots les plus compréhensibles possibles, de telle sorte que même les enfants qui suivraient cette vidéo pourraient également la comprendre. Allons-y. La mélanine. La formule moléculaire de la mélanine, c'est quoi? C'est C18, H10, N2, O4. Alors les lettres là, pour ceux qui ont fait la chimie, sont des éléments. Le C, c'est le carbone, H, c'est l'hydrogène, N, c'est l'azote, O, c'est l'oxygène. On va s'intéresser au carbone. Vous comprendrez pourquoi. Nous voyons donc dans la formule moléculaire de la mélanine, l'élément le plus abondant, c'est le carbone puisqu'il y a C18. C'est le carbone. Le poids d'une molécule de mélanine, c'est 318,288 grammes par mole. Alors, c'est quoi une molécule? Une molécule, c'est tout simplement la plus petite partie d'un corps qui peut s'assembler ou se mélanger avec un autre corps. C'est ça une molécule. Donc, c'est un assemblage de deux petites parties. C'est ça la définition simple de la molécule. Et le mole, c'est quoi? Le mole, c'est la composition de quelque chose. C'est ça le mole. La quantité de composition de quelque chose. Définition très simple du mole. Voilà. Et donc, la mélanine peut faire des liaisons. Donc, elle peut se lier avec d'autres éléments. Parce que ce sont des éléments chimiques, évidemment.
Alors on voit dans ce type de liaison, elle peut donner 2 hydrogènes, mais surtout, elle peut recevoir 6 hydrogènes. Retenez bien le terme 6. Elle peut recevoir 6 hydrogènes. C'est ça, les liaisons. Parlons de cela. 6 hydrogènes. Nous avons vu que, rappelez-vous, mélanine, carbone 18. Retenez bien ça. Carbone 18. Et ici, retenez hydrogène 6. On va parler du carbone puisque c'est le composant le plus important de la mélanine, c'est le carbone. Alors, le carbone, c'est quoi? D'abord, le nombre atomique du carbone, c'est le 6. C'est ça le nombre atomique du carbone. Qu'est-ce qu'un atome? C'est la plus petite partie d'un corps. C'est ça un atome. La plus petite partie d'un corps. Donc le nombre atomique du carbone, c'est 6. La masse atomique du carbone, c'est 12,01 grammes par mol. Qu'est-ce que le carbone? Le carbone, ce n'est pas un métal. Ce symbole chimique Cc, qui vient de carbo en latin, qui veut dire charbon. Et là, ça commence à devenir intéressant. Quelle est la couleur du charbon? Le charbon, nous savons tous que le charbon, c'est noir. Donc, c'est un non-métal. Il vient du latin carbo, qui veut dire charbon, ça veut dire assombrir ou bien mélaniner. Ce sont des autres mots du charbon. Alors, le carbone, nombre atomique 6, ça nous l'avons vu, couleur noire. Alors, le carbone, ce qui est intéressant, c'est qu'elle forme de liaisons covalentes. C'est quoi une liaison covalente? C'est tout simplement une liaison double. Ça veut dire que quand elle se lie à quelque chose, elle se lie de façon forte. Et comme le carbone contient la mélanine, quand elle se lie à quelque chose, elle se lie de façon forte à quelque chose. Et retenez bien ces termes. On verra ça dans l'addiction avec la drogue et la cocaïne et la nicotine. Donc la mélanine a la capacité de se lier fortement parce que forme de liaison double, de liaison covalente. Et ce sont les liaisons les plus stables, ça veut dire les plus difficiles à séparer. Et liaison double, donc qui dit double dit 2 atomes. Et dans les atomes, on a ce qu'on appelle les électrons. Et c'est là qu'on va venir. Voilà. Donc on disait donc que le nombre atomique du carbone, c'est 6. Et de quoi est composé un élément? Tout élément est composé en chimie d'un noyau, ça veut dire de centre, et d'un extérieur, ça veut dire autour du noyau. Alors, dans ce noyau, il y a 2 particules. Il y a ce qu'on appelle 2 particules qui sont chargées. Et à l'extérieur, donc autour du noyau, il y a une particule. Dans le noyau, les 2 particules, c'est quoi? Ce sont les protons, qui est une charge positive, donc plus, et il y a le neutron, qui est une charge neutre, donc 0. Et autour du noyau gravitent des électrons, qui sont des charges négatives. Voilà. Et donc, le carbone est dans le corps. On a dit ici que la mélanine contient la masse, dans la molécule de la mélanine, il y a C18. Le carbone, le nombre atomique du carbone, c'est 6. Si vous faites 18 divisé par 6, ça fait combien? Ça fait 3. Ok. 3, 6, plus 6, plus 6, ça fait 18. 6 plus 6 plus 6, ça fait combien? Ça fait 666. Qu'est-ce qu'on voit par là? Qu'est-ce que 666? On va y aller maintenant. Apocalypse 13, 8. Je prends Apocalypse 13, 8 ou bien Révélation 13, 8. Qu'est-ce que Apocalypse 13, 8 ou bien Révélation 13, 8 nous dit? On y va, je lis. Ici est la sagesse, Sophia en grec. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Retenez bien ça. Le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Son nombre est 666. Qu'est-ce qu'on remarque par là? Avec tout ce que l'on sait maintenant sur la mélanine. Qu'en réalité,
le nombre 666, c'est tout simplement le nombre qui caractéristique ou bien qui représente l'homme mélaniné, qui représente le mélanoderme ou bien qui représente le noir. Donc, pourquoi la question qu'on se pose ici? Pourquoi ici, on associe le chiffre 666 au chiffre de la bête, au démon, à celui qui fait le mal? Il y a certainement une raison à cela. L'homme, lorsqu'on va dans Genèse, Bereshit 1, 26 et 27, on va y aller rapidement, Bereshit 1, 26, 27, on voit que l'homme a été créé le 6e jour. Et ici, j'aimerais préciser quelque chose. Donc, Genèse 1, 6, je lis. Et le Tout-Puissant dit qu'il y ait une étendue, c'est pas 6, c'est 26. 1, 26, je lis. Et le Tout-Puissant dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et image et ressemblance, on a vu cela la semaine passée. On continue en disant, qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Il y a à créer l'homme mélaniné, à son image et à sa ressemblance. Mais c'était simplement l'homme mélaniné. Ce n'était pas encore l'homme à qui il allait donner ses instructions. Simplement l'homme mélaniné. Donc on voit que le chiffre 6, l'homme qui a été créé le 6e jour, et le composé de la mélanine, qui est le carbone 666, ça représente simplement l'homme mélaniné. C'est ça que ça représente. Et n'oubliez pas que en français, ça ne paraît pas trop quand on dit humain, mais you, en anglais, c'est human. Et you, on avait dit ça la semaine passée, you, ça veut dire couleur. Donc human, ça veut dire en réalité l'homme de couleur. Et les hommes de couleur sont les hommes négroïdes, sont les hommes noirs, sont les mélanodermes. C'est ce que Yah nous apprend ici. Et alors, au verset 31, on dit que « Et le Tout-Puissant vit que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait fait, et le Tout-Puissant, vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et c'était le 6e jour, le chiffre 6. » On verra par la suite que, lorsqu'on continue à lire au chapitre 2, qu'il a créé, il a formé un autre homme, toujours mélaniné, mais la valeur qu'il a fait de supérieur, ce qu'il a fait en plus, c'est qu'il a insufflé son souffle dans les narines, et celui-là est devenu une âme vivante. Et c'est cela le Moutou. Donc le Moutou est avant tout un homme mélaniné, mais pas seulement cela, c'est un homme mélaniné qui a en plus l'esprit de Yah, le souffle de Yah. C'est ça qui fait la différence entre l'Africain et le Moutou, ou bien le Nilotique africain et le Moutou. Voilà. Donc, le chiffre 666, c'est le carbone, c'est la mélanine. Je passe rapidement sur le carbone, qu'il y a différents types de carbone, mais je dis ça en passant, qu'il y a différents types d'isotropes du carbone. Un isotrope, c'est quoi? C'est un élément qui est présent sous différentes formes, ou bien un élément qui est présent avec le même nombre de protons, mais qui diffère avec le chiffre atomique. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, je pense que c'est pas nécessaire. Ceux qui ont eu un cours de chimie n'ont pas appris ça, parce qu'on n'apprend pas forcément ça, la mélanine en chimie, mais vous pouvez vous-même faire des recherches. Là, je ne vais pas alourdir la vidéo avec ça. Alors, la question qu'on se pose maintenant, pourquoi ces personnes ont mis, quand je dis ces personnes, ceux qui ont fait les traductions, s'entend bien, des écritures, pourquoi ils ont mis 666 ici? Est-ce que c'était comme ça? Lorsqu'on regarde le manuscrit, dans le manuscrit original en grec, le chiffre ici, ce n'est jamais 666. Ça a été inséré, ce chiffre-ci. Dans le manuscrit en grec, notamment quand on prend le manuscrit, le papyrus 115, qui est le plus ancien manuscrit retrouvé, également dans le codex Ephraimi Rescriptus,
on voit que il n'y a pas 666, mais il y a 616. Et dans une note du Nouveau Testament Graïsé, donc le Nouveau Testament en grec, il y a une note qui dit que, en réalité, le chiffre qui est là, ce n'est pas 666, mais c'est 616. Alors, vous pouvez consulter les documents que j'ai cités, le papyrus 115, le codex Ephraimi Rescriptus, voilà, Rescriptus, codex Ephraimi Rescriptus. Il est clairement indiqué, vous savez que la façon dont le grec fonctionne, c'est un peu comme l'hébreu, ça vient de là. Les lettres, à chaque lettre est associée une valeur numérique. Et dans les manuscrits, on trouve les lettres ki, lambda et zeta. Lorsqu'on transpose cela en valeur numérique, le ki, c'est égal à 600, le lambda, c'est égal à 10, et le zeta, c'est égal à 6. Donc ça fait bien 616. Et je sais que parfois l'alphabet grec pose des problèmes. Les valeurs ne sont pas forcément les mêmes pour une lettre. Il y a un certain alphabet selon quand il était produit. Il y a d'autres valeurs. Par exemple, le lambda, on peut trouver le lambda qui peut avoir la valeur 11 ou le zeta qui peut avoir la valeur 5. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est jamais 666. C'est 616, 615 ou 617. Donc ça n'a absolument rien à voir avec 666 qui est le nombre de l'homme mélaniné. J'espère que c'est clair pour tous à ce sujet. Alors, pourquoi ces gens ont mis 666 et non pas 616? Nous allons prendre Jean 10, 10, Yaochanan 10, 10. Yaochanan 10, 10. Il est écrit dans Jean 10, 10, je lis, « Le voleur ne vient que pour voler et pour tuer et pour détruire. Alors que moi, et c'est Yahcha et le Messie qui parlent, je suis venu afin qu'elles aient, elles c'est quoi? Les brebis. Et c'est qui les brebis? Les Banya Charal, les Bantous, pour qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Donc on voit que celui qui a fait ça, ceux qui sont à l'origine de ce changement, ils voulaient simplement détruire. Psaume 83, 4. Tahalim 83, 4. Psaume 83, 4 nous dit des choses qui vont dans le même sens. Nous connaissons bien ce passage. Ils ont dit, et quand on dit ils, c'est toutes les personnes qui sont citées par la suite, ils ont dit, venez, exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation, et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël, du nom de Yasharala, qu'on ne fasse plus mention des Bantous. Ils, nous les connaissons, tous ces peuples qui sont alliés entre eux. Joël 3.6, Yahala 3.6. Joël 3.6 nous dit ceci. Et que vous avez vendu aux fils de Javan, les fils de Juda et les fils de Yarashalam, ou bien Jérusalem, afin de les éloigner de leurs confins, de leur nation. Donc on voit que nos ancêtres ont été vendus aux Javanais. Lorsqu'on va dans Genèse, Bréchit 10, on voit qui sont les Javanais, ils viennent de Japheth, donc ça crée naissance aux nations européennes. Ceux-là également ont contribué. Ils nous ont éloignés de notre nation, de nos confins, de nos territoires que Yah avait juré de donner à nos ancêtres. Et finalement, Jérémie 17, 4. Jérémie 17, 4. Nous connaissons également ce passage. Il y a beaucoup qui disent, oui, mais vous dites vous êtes des Bantous, des Hébreux, pourquoi vous ne parlez pas l'hébreu? L'un des éléments de réponse peut être Jérémie 17, 4. 17, 4 ou 14 À cause de toi, le verset 4. Et à cause de toi-même, tu délaisseras ton héritage que je t'avais donné, et je t'asservirai à tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé un feu dans ma colère, il brûlera à toujours. Voilà. Donc on dit que nous avons délaissé à cause de nous-mêmes, ça veut dire à cause de la désobéissance des instructions de Yah qui nous avaient été données, on a délaissé notre héritage, notre culture, on a oublié tout cela. Notre langage,
notre pays, etc. Tout cela a été oublié par nous-mêmes. Et donc on voit qu'il y a une tentative qui a été faite par ces personnes. Ils ont inséré 666 dans le manuscrit pour diaboliser le noir, pour diaboliser l'homme mélaniné, pour associer cela, le chiffre 666 qui en réalité représente l'homme mélaniné, pour associer cela à Achatan, à la destruction, au malheur, alors que ce n'est pas la réalité. Donc la mélanine, le carbone, c'est notre ADN. La mélanine, le carbone, c'est notre ADN. D'ailleurs, le carbone est présent sur toute la surface de la Terre. Et l'une des formes de présence du carbone, c'est quoi? C'est le diamant. Pardon, c'est le diamant et c'est le charbon. Le charbon, le graphite. Les gens diront, mais le diamant, comment ça le diamant? Le diamant, c'est blanc. Non, quand le diamant sort de larves de volcans, c'est sombre. Après, il y a transformation, etc. Mais le diamant, la couleur du diamant est noire. Et d'ailleurs, il y a des bagues, très peu, en diamant, et le diamant, c'est noir. Vous pouvez faire vos recherches. Et donc, la mélanine, le carbone, c'est notre ADN. Notre ADN, c'est quoi? C'est notre groupe sanguin. Donc nous, les Bantous, les Bani Hacharal, les fils de Jacob, les descendants d'Israël, nous avons un groupe sanguin particulier. Et cela, on peut rechercher cela en faisant des tests pour déterminer quel est l'aplogroupe. C'est quoi l'aplogroupe? L'aplogroupe, ce n'est pas le groupe sanguin, mais c'est le sous-groupe sanguin. Qu'est-ce que l'aplogroupe détermine? Eh bien, l'aplogroupe détermine simplement le pourcentage de communauté dans l'ascendant paternel. Je vais expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de chances, entre guillemets, vous avez d'avoir le même patriarche, le même grand-parent. C'est cela l'aplogroupe. Nous savons que nous, les Bani Hacharal, là, nous, c'est le père qui détermine la nationalité. C'est patrilinéaire. Donc, en donnant votre haplogroupe, vous voyez que vous avez le même ascendant paternel. Donc vous êtes de la même famille, de la même nation. Et les Bani Hacharal, nous avons un haplogroupe particulier. Je ne le dirai pas ici en vidéo. Rappelez-vous, on ne dit pas tout en vidéo. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en vidéo, mais nous avons un haplogroupe particulier. Quand vous avez cet haplogroupe-là, vous êtes des Bani Hacharal. Les Africains ont un haplogroupe différent de nous. Les Européens ont un haplogroupe différent de nous. Je ne le dirai pas ici. Et dans l'aplogroupe, il y a maintenant ce qu'on appelle le groupe sanguin. Les hommes de Juda, ils ont un groupe sanguin spécial, particulier, que je ne dirai pas non plus ici en vidéo, que je garderai secret. Donc tout cela pour dire quoi? Que la mélanine, le carbone, c'est notre ADN. Mais d'autres diraient, mais pourquoi tu gardes ces choses secrètes? Et j'ai déjà eu cette question. On a l'impression, on a le sentiment que tu ne dis pas tout en vidéo. Mais pourquoi certaines choses que tu ne dis pas? Mais je ne peux pas tout dire en vidéo. Je ne sais pas qui écoute. Il y a des choses qu'on dit en vidéo, il y a des choses qu'on dit entre nous, en secret. Et c'était la même chose pour Yashai, le Messie. Il y a des choses qu'il disait en public à tout le monde, il y a des choses qu'il disait en secret à ses disciples. Et c'est la même chose pour Yah. Il y a des choses qu'il rend publiques, mais il y a des choses qu'il cache. C'est comme ça. Exemple, Proverbe, on va prendre ça. Proverbe 25, 2 à 3. Proverbe 25, 2 à 3. Alors je prends le Proverbe 25, 2 à 3. Qui nous dit ceci: la gloire du Tout-Puissant est de cacher une chose, et la gloire des rois est de sonder une chose. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas facilement accessibles. C'est à nous de rechercher ces choses-là. Deutéronome 29, 29, ça va dans le même sens. Devarim 29, 29. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont cachées à Yah, notre puissance, et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. Ça veut dire qu'il y a des choses que Yah a cachées,
que nous pouvons y avoir accès et les transmettre à notre descendance. Mattityahu 13, 10, 11, ça va dans le même sens. Matthieu 10, 13, 11. Matthieu 10, 13, 11. Et puis de toute façon, chacun est censé prouver toute chose et faire ses recherches. Matthieu 13, 10, 11. Je lis. Et les disciples s'approchant, lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Parabole, c'est quoi? En similitude, c'est en image. Et lui, répondant, leur dit, c'est parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, il n'est pas donné. Car quiconque a, il sera donné, et il sera dans l'abondance, mais à quiconque n'a pas, cela même qu'il sera, à quiconque n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. Et on va terminer par Jérémie 29, 12, 13. Jérémie 29, 12, 13, qui va dans le même sens. Jérémie 29, 12 et 13. Je lis. Et vous m'invoquerez et vous irez, et me supplierez et je vous écouterai. Et vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me recherchez de tout votre cœur. Et je me ferai trouver à vous, dit Yah, et je rétablirai vos captifs et je vous rassemblerai. Donc qu'est-ce qu'il y a dit ici? Celui qui veut réellement savoir qui me cherche, je me laisserai trouver par cette personne-là. Donc, nous pouvons chercher et donc nous pouvons trouver. Voilà. Alors, question. Quelle est la réalité observée? Quelle est la réalité biblique? Souvent dans les commentaires, on entend les gens dire « Il n'y a qu'une seule race humaine. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous égaux. » D'abord, lorsque vous vivez dans la vie de tous les jours, on vous laisse comprendre que vous n'êtes pas les mêmes, que vous êtes différents. Donc c'est déjà une première hypocrisie. Et puis 2, la réalité des choses, c'est qu'on est différents, on n'est pas les mêmes. 3, en observant la nature, on voit que rien n'est identique. Il y a plusieurs choses différentes. Même parmi les fleurs, il y a plusieurs fleurs différentes. Parmi les animaux, etc. Il y a fait la diversité des choses. Donc on est tous différents et on n'est pas tous inspirés de la même manière. Retenez bien ce mot, on est différents, on n'est pas tous inspirés de la même manière. On reprend Genèse 1, 26 rapidement. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26 que nous avons lu, on a vu que Yah a créé l'homme mélaniné le 6e jour, pardon, verset 26, on dit qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est l'homme mélaniné. Simple, on va dire le nilotique. On va dire ça. Mais n'allez pas dire que, non, Dawad a dit qu'il a créé le nilotique africain le 6e jour. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il a créé l'homme mélaniné, mais pour expliquer ce que je vais expliquer ici, on va dire que l'homme mélaniné, simple, c'est le nilotique. Ok. Donc déjà là, quand on va en chapitre 2, pardon, au verset 7, que nous lisons rapidement, il est indiqué, et Yah, le Tout-Puissant, forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Il y a deux choses ici. Le terme qui était utilisé en hébreu, c'est Adama. Au verset 1, 36, c'est Adam. Ici, c'est Adama. Adama, c'est quoi? C'est le humus. Ça veut dire la partie la plus fertile, la plus productive de la terre. C'est à partir de là que le Moutou a été créé. Et en plus de cela, il a insufflé son ruach, son souffle, dans ses narines. Donc la différence entre Adam et Adama en hébreu, c'est la lettre He, ou bien H en français. La lettre He, c'est quoi? C'est le souffle, c'est la vie. Donc seulement il a créé cela déjà de la partie la plus vivante, mais en plus il a donné son souffle de vie. Donc entre le nilotique et le bantou, la différence c'est quoi? C'est l'inspiration. C'est pour ça que je dis on n'est pas tous inspirés. Le Moutou il est inspiré, il a le souffle de Yah.
Et celui qui n'est pas mélaniné, donc celui qui n'est pas mélaniné, lui, il n'a pas la faveur d'avoir un plein de mélanine. Vous voyez donc déjà à partir de là, nous ne sommes pas tous identiques, nous sommes différents. Et l'avantage de la nation Moutou, des Bantous, des Banyashara, c'est quoi? C'est, on a un avantage non seulement physique, mais aussi un avantage spirituel. Avantage physique et un avantage spirituel. Donc, on est plus performant physiquement, mentalement et spirituellement. Le rôle de la mélanine, c'est quoi? C'est de performer, de rendre performant, de rendre optimal, de rendre maximum le système nerveux. On a vu ça avec la glande pinéale, la vidéo la semaine passée. Et les messages arrivent plus vite dans tout le corps. C'est ça le rôle de la glande pinéale. Par les neurones, transmettre l'information le plus rapidement possible dans tout le corps. C'est donc un avantage certain. Alors les gens diront, j'entends une voix qui me dit ici, non pas que j'entends une voix qui me dit littéralement, mais je me mets à la place de la personne qui écoute la vidéo qui dira oui mais il dit ça celui-là, mais quand on regarde toutes les découvertes, quand on regarde tout ce qui était fait dans le monde, bah, ce sont les Occidentaux qui ont fait cela. On va préciser les choses ici. Les Occidentaux ont pris un certain peuple en esclavage. Okay? Ça veut dire quoi? Quand vous prenez des gens en esclavage, toutes ces personnes-là, leurs femmes, leurs enfants, vous appartiennent. Tous les biens de ces personnes-là vous appartiennent. Tout ce que ces personnes font vous appartient. Ça veut dire quoi? Si ces personnes-là trouvent des choses, ces choses-là ne sont pas aux personnes qui sont esclaves, mais c'est le maître qui prend possession de ces choses-là. C'est comme ça que vous verrez que on retrouve, là je prends aux États-Unis, on retrouve des Bantous avec un nom comme James. C'est pas un nom bantou. Pourquoi? Parce que le nom du maître a été donné à l'esclave. Pourquoi? Parce que l'esclave appartenait au maître. Donc si l'esclave avait découvert quelque chose, le maître donnait son nom. Ça appartenait au maître. C'est comme ça que vous retrouvez la majorité des inventions ont des noms européens. Mais en réalité, quand vous faites des recherches et vous allez plus loin, vous voyez que ce sont des Bantous, des Banyashara là, qui ont inventé ces choses. Et ce sont des choses qui nous servent encore aujourd'hui, ou bien l'application des choses nous servent encore aujourd'hui. Et là, pour ceux qui sont dans le groupe Google+, vous pouvez y aller. Il y a une liste non exhaustive, ça veut dire une petite liste de 100, d'environ 100 esclaves qui ont inventé des choses. Ça va du pacemaker, c'est l'appareil qu'on met dans le cœur pour les gens qui ont des problèmes de cœur, au feu rouge, toutes ces ascenseurs, toutes ces choses-là étaient inventées par des Banyashara là. Pourquoi? On a un avantage grâce à la mélanine. Et encore dans nos vies actuellement ici, on remarque certaines choses. Et ici, je vais un peu toucher à ce qu'on appelle les tests d'intelligence, ou bien les tests QI. N'est-ce pas? On dit, pour ceux qui sont en Europe, on dit que les Noirs ont des faibles résultats au test QI. Et qu'en moyenne, un QI moyen va entre 80 et 120. Donc on dit ceux qui ont plus que 120 sont considérés très intelligents. Ceux qui ont au-delà de 140 sont considérés comme étant des génies. Ceux qui ont moins que 80, on dit que ce sont des gens qui sont des débiles mentaux. Ça veut dire qu'ils ont la maladie, qui ne savent pas bien réfléchir. Et on dit que les Noirs, ils ont entre 80 et 90. C'est ce qui se dit ici. Alors, voici ce que j'aimerais dire, et c'est la vérité, par rapport au test d'intelligence. Un test d'intelligence est basé sur les standards, ça veut dire les façons de faire, ou sur la culture d'une société particulière. Ça veut dire quoi? Que les tests d'intelligence occidentaux sont basés sur la culture, les standards occidentaux, qui n'ont rien à voir avec les standards bantous. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi? Un bantou qui n'a pas la culture, eh bien un moutou qui n'a pas la culture occidentale, qui ne connaît pas les standards occidentaux, c'est tout à fait normal qu'il ait des résultats faibles dans ces tests-là. J'ai passé un nombre incroyable de tests d'intelligence. J'ai toujours eu des résultats supérieurs. Je ne vous dirai pas les chiffres, mais les personnes qui m'observent disent « mais vous êtes un génie ». Ça, c'est pas moi qui dis, c'est elles-mêmes qui disent ça, littéralement. Alors, comment je fais? C'est très simple et c'est la vérité. Chaque fois que
je n'ai jamais raté un test d'intelligence. Chaque fois que je passe un test d'intelligence, je réfléchis comme un Européen. Voilà comment je fais. Je me dis, voilà, ces gens-là réfléchissent de telle façon, et donc là, je dois répondre de cette façon-là. Si je devais répondre par rapport à ma façon de faire, je vous assure, j'aurai des mauvais résultats. Mais comme je me mets à la place d'un Européen, à ce moment-là, je réfléchis comme un Européen parce que je sais comment eux réfléchissent, puisque j'ai étudié avec eux, je les ai vus faire, j'ai étudié leur société, leur système, je réponds comme eux répondraient. Alors, j'ai le résultat maximum, ce qui est normal. Voilà sur base de quoi sont faits les tests d'intelligence. Par exemple, là je parlais avec un frère qui me disait, souvent on dit que le taux d'analphabétisation en Afrique est faible. Ça veut dire que les gens qui ne savent pas lire et écrire est faible. Mais c'est normal, si vous faites ça par rapport à l'anglais, ou bien par rapport au français, par rapport aux langues européennes, c'est normal qu'il soit faible. C'est tout à fait comme moi qu'il soit faible. Puisque là-bas on parle des langues africaines. Imaginez-vous, on vient ici en Europe, on dit voilà, on va faire le taux d'alphabétisation, ça veut dire des gens qui savent lire et écrire en Swahili, ici en Belgique. Ben, le taux sera très faible. C'est tout à fait logique et normal qu'il sera très faible. Voilà ce qui se cache derrière les tests d'intelligence. Alors ici, je vais relater deux exemples. Quand je disais qu'il y a des cas pratiques, deux exemples. Je connais une personne, je tairai son nom, qui faisait des études dans une université quelque part en Europe. Il voulait avoir un doctorat dans une certaine matière. Il avait donc un professeur qui était son directeur de doctorat. Et puis un jour, il me dit, il était à la bibliothèque, il lisait un livre scientifique, et dans ce livre, on a dit, voilà, il y a ce problème au niveau de la santé mondiale. Alors lui, il était intéressé, puis il a dit, ok, j'abandonne mon doctorat, ce que je vais faire dans mon doctorat, dans ce domaine-là, je me réoriente dans ce domaine-là qui est un problème important. Et il va dire ça à son directeur de mémoire. Son directeur de mémoire lui a ri au nez. C'était une femme, une caucasienne, une européenne, qui lui a ri au nez, une leucoderme. Lui a dit, mais vous êtes fou, monsieur. Vous n'y arriverez jamais. Personne au monde n'a jamais pu le faire. Beaucoup de gens ici avant vous. Et ça n'arrivera jamais. Parce que ce que vous voulez faire là, l'élément est trop instable. La personne en question, qui est un Moutou, donc un Banyacharala, n'a pas écouté ce que le professeur avait dit, a commencé son travail. Vous savez bien sûr que quand vous faites un doctorat, quand vous faites des travaux, vous avez un professeur, vous devez lui donner l'état de l'avancement de vos travaux à des moments différents. Donc chaque fois, il dit, voilà, je suis arrivé à ce niveau-là, là maintenant je fais ça, etc., etc. Et puis finalement, il a terminé ses travaux, et il a réussi à faire ce que le professeur a dit que c'était impossible à faire. Maintenant, regardez ce qui est intéressant. Regardez la réponse, la réaction, c'est là où je veux en venir, la réaction du professeur. Comme ça a marché, le professeur a dit, écoute, ton affaire là, ça appartient à l'université. Comme tu as travaillé dans l'université, tu as utilisé les structures de l'université, ça appartient à l'université. Donc quand on dit, et vous voyez bien qu'est-ce qui se cache derrière, quand on dit ça appartient à l'université, ça veut dire quoi? Ça appartient à la personne qui t'a dirigé pendant tes travaux. Donc entre guillemets, ça m'appartient à moi, ce qu'elle voulait dire. Et le Moutou, qui avait déjà réfléchi beaucoup plus loin que cela, a dit, ok, si ça appartient à l'université, ou bien si ça vous appartient comme vous dites, recréez-moi toutes les différentes étapes. Elle a essayé de le faire, elle n'y arrivait pas. Pourquoi elle n'y arrivait pas? Parce que le Moutou, quand il donnait ses rapports, il n'a pas donné toutes les étapes, il a gardé les étapes les plus importantes. Chose que le professeur, docteur en tout ce que vous voulez, n'est pas parvenu à reproduire. Et donc, le professeur a été obligé de laisser la faire. Le Moutou en question a gardé ses travaux, et il est propriétaire de ses travaux. Vous voyez? Ce qui était fait dans l'esclavage a failli encore une fois être reproduit. Un autre exemple, et ça c'est un exemple que moi-même j'ai vécu, parce que c'est ma personne. Je travaillais quelque part dans une banque, je ne citerai pas le nom, une très grande banque européenne, ici en Belgique. J'étais dans un département,
J'étais le seul leucoderme. J'étais le seul mélanoderme parmi les leucodermes. Et il y en avait un qui était le plus âgé, qui était le spécialiste du département. Donc comme il avait l'expertise, tout le monde avait peur de lui. Donc lui, il avait souvent des allusions par rapport au mélanoderme. Non mais les noirs, ils ne travaillent pas beaucoup, les noirs sont lents, etc. Alors moi, je ne me laissais pas faire. Évidemment, je le répondais parce que des choses pareilles, je ne laisse pas faire. Alors, souvent, quand il disait cela, je lui disais, écoute, on peut, si tu veux, on peut descendre faire un test d'intelligence. Quand je suis entré ici, la personne m'a fait passer les tests, m'a dit, j'ai rarement vu des résultats si élevés. Donc, si tu veux, tous les deux, on descend, on va faire les tests d'intelligence en bas, et puis on remonte, et puis on attend les réponses. C'est comme ça que c'est ce genre de réponse que je lui donnais. Donc, un jour, il y a l'un des collègues, des jeunes collègues qui étaient là, puis il me dit, ah, David, voilà. Ici, il y a ce qu'on appelle un riddle, comment on dit en français, le mot m'échappe. Il y a une énigme, voilà, une énigme d'Einstein. Eh bien, va, essaie de résoudre cela. Il a distribué cela dans tout le département pour que les gens résolvent. Moi, je dis oui, je ferai ça plus tard, je continue à faire mon travail devant mon PC. Et puis, la personne en question, l'expert en question, avait terminé, ainsi que d'autres collègues. Et puis, il vient, alors David, comment? Tu as fini ou quoi? Pardon, toi tu dis que tu es intelligent. D'abord, je n'ai jamais dit ça, que j'étais intelligent. Voilà, tu as fini alors? Moi, je dis, écoute, je travaille pour l'instant, je continue, quand j'aurai terminé, je le ferai. Je termine mon travail, je le fais. Et puis, genre, je pense, 13 minutes plus tard, j'ai terminé, je donne la solution. Et puis, ils se comparent entre eux, et l'expert en question commence à rigoler. Il dit, voilà, tu es le seul à avoir cette réponse-là. C'est pas juste, en plus, tu as mis 2 fois le temps, parce que tu avais fait cela environ 6-7 minutes. Tu as mis 2 fois le temps pour résoudre cela. Voilà, tu vois, tu es lent, et en plus, la réponse n'est pas juste. Et ils rigolaient entre eux. Moi, j'ai dit, écoute, j'ai regardé dans les yeux, je dis, écoute, très calmement, je suis mathématicien. Et quand je dis je suis mathématicien, je n'ai pas un diplôme de mathématicien. Donc là, parce que oh, il y a des mathématiciens, parce que je sais que les gens qui écoutent, non. J'ai fait les sciences et j'ai fait l'économie. Mais je n'ai pas un diplôme en mathématiques. Mais ça ne m'empêche pas d'être un scientifique. J'ai fait une autre science. Bref. Voilà, je dis je suis mathématicien. Ça veut dire que j'ai une affinité pour les mathématiques. J'aime les mathématiques. Et donc, j'ai résolu ce problème. Je l'ai fait 3 fois. Et je te dis que la seule réponse possible, c'est celle-là. Ils ont continué à rire entre eux, ils sont partis. Moi, j'ai continué mon travail. Puis j'ai dit à la personne qui avait apporté la solution, écoute, donne-nous la réponse. Il n'avait pas la réponse, c'est une autre personne d'un autre département qui lui avait donné l'énigme. 1 heure et demie passe. Tiens, je vois que c'est calme, rien ne se passe. Alors je vais auprès de la personne qui avait l'énigme, je lui dis, mais finalement, est-ce que tu as téléphoné? On a la solution. Et puis, la personne qui avait donné l'énigme dans le département me regarde, puis il me dit, bien joué David. Alors moi, je regarde tout simplement l'expert en question, puis je fais ça. Puis je m'en vais. Donc vous voyez, ça sont des exemples simples. Pour dire des exemples comme ça, je connais beaucoup des Bantous, quand je parle avec des Bantous, de mes frères et sœurs, qui vivent la même chose. Je ne suis pas exceptionnel dans le fait où je n'ai la mélanine comme vous. Nous avons tous la mélanine. Et c'est vrai que ça nous donne certaines capacités. Mais seulement nous devons accepter cela et savoir utiliser. Nous verrons comment faire pour entretenir la mélanine par la suite. J'espère que nous arrivons à le voir parce que nous sommes déjà à 45 minutes. Mais je vais abréger sans trop enlever plusieurs parties. Donc voilà, la mélanine est très importante et la mélanine nous sert. Alors, maintenant, nous allons parler de la vitamine D. Vitamine D. Les médecins, ou bien certains médecins disent ceci, que trop de mélanine ralentit la synthèse. C'est quoi la synthèse? C'est la fabrication. Ralentit la fabrication de vitamine D. C'est ce que certains médecins disent. Donc, autrement dit, les noirs ont une carence de vitamine D. Nous verrons pourquoi ça se fait. Pourquoi ce qu'ils disent, on a une carence. Mais en réalité, ce n'est pas une carence que nous avons, c'est autre chose. Alors,
qu'est-ce que la vitamine D, ou bien quel est le rôle de la vitamine D? D'abord, qu'est-ce qu'une vitamine? Alors, pour être très simple, j'ai mis ça ici pour ne pas entrer dans les termes trop scientifiques. C'est une substance organique qui est nécessaire au métabolisme du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de cette substance-là, de la vitamine D, pour que le corps puisse faire des échanges entre les différentes parties. C'est ça le métabolisme, des échanges entre différentes parties, pour que les réactions chimiques entre les différents éléments du corps se fassent correctement, se fassent de bonne façon. On a besoin de la vitamine D. C'est ça le rôle de la vitamine D. Donc la vitamine D, elle est importante, c'est une hormone qui est importante pour les os. C'est quoi une hormone? C'est une substance chimique qui est présente dans le sang, qui agit dans le sang. C'est simplement ça une hormone. Et dans la vitamine D, donc il y a un apport de calcium et de phosphore. Je ne vais pas expliquer c'est quoi le calcium, simplement dire que le calcium, on a besoin du calcium pour la formation des os, des dents, etc. Qui nous donne la densité osseuse. Voilà. Et le phosphore, c'est, on a besoin de phosphore pour pouvoir faire passer la lumière. Voilà, on va dire ça simplement comme ça. On a besoin du phosphore, c'est un élément chimique dont on a besoin pour faire passer la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est le soleil. Et c'est là qu'on va arriver. Donc, nous avons besoin de quoi? Du soleil. Voilà. Donc quand les gens disent que la peau noire barre le soleil, ce n'est pas ça. La mélanine nous permet c'est un énergisant, donc d'aspirer le soleil et de répandre ça dans le corps. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut le soleil. Donc, quel est le problème ici dans les pays occidentaux avec les êtres mélaninés? C'est qu'en Occident, il n'y a pas beaucoup de soleil. Ce n'est donc pas un problème de vitamine D ou B de mélanine, c'est un problème d'exposition au soleil. C'est ça la réalité qu'ils ne veulent pas nous dire. Qu'un être mélaniné doit être exposé le plus possible au soleil pour qu'il puisse, par le phosphore, par la vitamine D, etc., qui puisse être entré par le corps, se répandre dans tout le corps et le sang. C'est cela la réalité. En Afrique, c'est plus facile. Il y a le soleil en abondance. Dans les pays occidentaux, c'est plus difficile. Non seulement il y a moins de soleil, mais en plus avec le froid, on porte plus de vêtements. Voilà le problème. Donc, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que le soleil, il faut s'exposer au soleil. Nous, les êtres mélaninés, nous devons nous exposer le plus possible au soleil. Nous devons vivre là où il y a le soleil. C'est notre façon de faire. Notre solution, c'est quoi? C'est le soleil. Ici, en famille, nous, dans la famille, et là, je réponds en même temps à une question, une sorte m'avait dit, mais pourquoi tu fais souvent tes vidéos dehors, tout cela? Ben parce que je m'expose le plus possible au soleil, tout simplement. Ici, chez nous, on marche minimum 30 minutes par jour. Et le mercredi, le week-end, on marche, parfois, ça nous arrive, enfants, papa, maman, les enfants, on marche 2-3 heures, nous sommes en train de marcher, tout simplement, exposés au soleil. Nous marchons, faisons le plein de mélanine, etc. Et j'encourage chacun des Bantous à le faire, à s'exposer le plus au soleil. Et en été, n'ayez pas peur. Mettez des shorts, mettez ce qu'on appelle, si vous voulez, ceux qui aiment ça, des espèces de t-shirts sans manches. Laissez les chaussures, portez les sandales. Exposez-vous le plus possible au soleil. Faites le plein de vitamine D. Alors, pour ceux qui sont encore en Europe, ici, des apports de vitamine D peuvent être faits par des aliments naturels. Quels sont ces aliments naturels? Je vous donne certains aliments naturels. Il y en a d'autres, hein, mais j'en ai choisi ici certains pour nous. Les oranges, jus d'orange, donc fait avec des oranges naturelles. Pas un jus d'orange acheté au magasin, non. Des vrais oranges. Faites votre jus d'orange. Les champignons, pour la vitamine D. Le saumon. Les sardines. Le fromage de chèvre. L'avoine à greux, donc le blé. Toutes ces choses-là, et il y en a plus que cela, je répète, ça nous aide à avoir un apport en vitamine D nécessaire, utile, donc à la formation du calcium qui est le métal utile pour la formation des os et des dents, le phosphore utile pour permettre le passage de la lumière, donc par les rayons du soleil. Tout cela nous aide dans notre vitamine D. Pourquoi? Parce qu'un manque de vitamine D, c'est très dangereux. Ça peut donner la maladie qu'on appelle le rachitisme. C'est quoi? C'est la colonne vertébrale qui est mal formée, ça veut dire les muscles qui sont flasques,
tout ça c'est le rachitisme. Le bassin, parfois, chez les femmes, ils formaient qu'un bassin étroit, donc ça peut créer des problèmes pour l'accouchement. Tout cela, c'est le rachitisme. C'est une maladie des os, qui est le résultat d'un manque de vitamine D. Et ce qui n'est pas, bien sûr, intéressant pour nous. Alors maintenant, comment se protéger de la mélanine? Et on arrive vers la fin de la vidéo. Comment se protéger de la mélanine? Se protéger de quoi également, exactement? Bien, nous avons vu que la mélanine, par le carbone, fait des liens covalents. Rappelez-vous en début. Covalents, c'est des liens forts, difficiles à briser. C'est cela, un lien covalent. Et donc, la mélanine, avec la nicotine et la cocaïne, ça fait très mauvais ménage. Pourquoi? Parce que les liens, les affinités sont très fortes et les liens sont difficilement brisés. Pourquoi? Parce que la nicotine et la cocaïne, ils ont une affinité pour la mélanine. Ils ont une affinité pour les tissus mélaninés. À cause de la fonction de la fabrication, de la synthèse de la mélanine, la nicotine aime beaucoup la mélanine ainsi que la cocaïne. C'est pour ça, vous voyez, c'est dramatique pour un mélanoderme, pour un bantou, pour un noir de fumer ou de se droguer. Pourquoi? Quand vous commencez avec la cigarette, avec les drogues, toutes ces choses-là, l'addiction, elle est plus importante. Et pour vous débarrasser de cela, c'est difficile à cause des liens covalents, des liens stables, fermes. C'est difficile à briser. C'est pour ça que vous voyez qu'aux États-Unis, dans les années, je pense, 60-70, ils ont mis de la drogue dans les quartiers des Bantous, dans les quartiers des Noirs. Ils ont mis de la drogue, etc. Et le fléau de la drogue a commencé. Et c'était très difficile pour les Noirs d'arrêter la drogue, la nicotine, tout cela, la cocaïne. Pourquoi? À cause de la mélanine, à cause des liens covalents, de l'affinité qu'il y a avec ces liens-là. Donc, un mélanoderme ne devrait jamais toucher à la nicotine, cocaïne et tout cela. Dans le sens de, comme les autres peuplades le feraient, c'est très difficile à briser. Ça, protégez votre mélanine. Deuxième chose, de quoi? Des vols. Protégez votre mélanine des vols. Nous avons vu, et je pense que je l'ai dit en première vidéo, que la mélanine coûte cher. La mélanine coûte environ 300 $ le gramme, pour un gramme de mélanine. Alors que l'or coûte environ 30 € le gramme d'or. Donc vous voyez que la mélanine coûte 10 fois plus que l'or. Et la mélanine ne peut pas être synthétisée, ça veut dire fabriquée en laboratoire. C'est impossible, on ne peut pas fabriquer la mélanine artificielle. Donc, comment faire pour avoir la mélanine? On vole. On vole ça où? Dans les êtres mélaninés, dans les noirs. Au marché noir, les organes d'un corps coûtent très cher. Déjà, d'un corps, quel que soit le corps, que ce soit un corps mélaniné ou bien un leucoderme, les organes coûtent très très cher. Mais au marché noir, l'organe, ça veut dire une partie du corps qui vient d'un être mélaniné, coûte 7 fois plus qu'une partie du corps qui vient d'un corps leucoderme. Donc nos organes coûtent très cher. Nous, notre corps, coûte très cher au marché noir. Vous vous étonnez pourquoi vous voyez des enlèvements d'enfants noirs. Ou bien aux États-Unis, des tueries. La personne n'a rien fait pour brûler un feu rouge, il a brûlé un feu rouge, on le tue. Et puis on donne des excuses comme quoi non, on pensait qu'il avait une arme, on lui demande de sortir, la police demande de sortir un portefeuille de sa voiture, boîte à gants. Il prend le portefeuille, on le tue. Oh non, il avait une arme. Mais alors que c'est toi-même qui as demandé qu'il sorte son portefeuille. Pourquoi? Et vous dites que non, ils sont racistes. Certains sont racistes, c'est vrai. Et la grande majorité sont racistes. Mais racistes dans le mauvais sens du terme. Parce que raciste dans le bon sens, c'est que tu veux l'avancée de ta race. Mais eux, ils veulent non seulement l'avancée de leur race, mais ils veulent exterminer les autres races. Donc ils tuent. Et j'aurais même appris qu'aux États-Unis, dans votre carte d'identité, enfin, pour les Noirs, il y a un code qui spécifie votre santé. Si vous êtes en bonne santé, etc. Et donc, ils regardent un être qui est en bonne santé, on le tue, on prend ses organes, on les vend au marché noir. Alors, à titre d'exemple,
au marché noir. Et ici, c'est pour le prix pour tout corps humain, que ce soit les blancs ou les noirs, que ce soit donc les leucodermes ou bien mélanodermes. C'est le prix pour tout corps humain. Imaginez-vous. Alors, pour 2,5 cm de peau, la peau ici, 2,5 cm de peau, ça coûte 8,70 €. Ça c'est pour tout peau. Et maintenant pour nous les mélaninés, faites fois 7. Donc environ 60 € pour 2,5 cm de peau. Le sang d'un mélaniné, ça coûtera 293 € fois 7, puisque le sang de tout le monde coûte 293 € au marché noir. Pour un mélaniné, vous faites fois 7. Le cœur d'un mélaniné, ce serait 103 478 000 € fois 7, presque 1 million juste pour un cœur. Le foie d'un mélaniné, ce serait 136 522 € fois 7, presque 2 millions d'euros pour un foie. Le rein, et si j'essaie de prendre les organes vitaux qui sont importants, donc, le rein d'un mélaniné, asseyez-vous bien, 227 826 € fois 7, j'ai bien dit, fois 7, près de 20 millions. C'est ça, hein? Non, 2 millions, pardon. Non, j'ai exagéré. 2 millions, c'est ça, près de 2 millions pour le foie, pour le rein d'un mélaniné. Donc, vous vous étonnez pourquoi on vous tue. Vous vous étonnez pourquoi on vous hait. Faites attention à cela. Alors, j'aimerais revenir ici un peu, avant de conclure, sur le sang. On va prendre Lévitique 17, 11. On va écrire à 17, 11 sur le sang. J'ai eu cette question sur les transfusions sanguines de la part d'un frère il y a très longtemps. J'ai jamais fait de vidéo là-dessus, mais j'ai répondu à une question sur les transfusions sanguines que je vais répondre ici aussi en vidéo. Lévitique 17, 11. Maïkra 17, 11. Je lis. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Et moi, je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme, ou bien qui fait aspersion. L'âme est dans le sang. Ok. Lorsqu'on lit la Genèse 2:7, nous l'avons lu, on a vu que il y a, à partir de Adama, le humus, la partie la plus fertile de la terre, il a créé l'homme, le moutou, et puis il lui a insufflé son souffle de vie. Le moutou est devenu une âme vivante. C'est quoi une âme vivante? C'est un corps avec le souffle de Yah. Ok. On nous dit dans Lévitique 17, 11, on l'a lu, que le sang, c'est l'âme. Parce que le sang, c'est l'âme, ce qui est indiqué ici. Or, l'âme, c'est le corps et l'esprit. Donc, ça veut dire quoi? Que le sang, c'est le corps et l'esprit. C'est ça que nous avons quand on met les deux versets ensemble, quand on colle les deux préceptes. Le sang est composé de quoi? Des particules de quelqu'un, de composition chimique du corps de quelqu'un, et d'une partie de l'esprit de quelqu'un. C'est ça le sang. Donc quand vous donnez du sang à quelqu'un, vous donnez une partie de votre corps et une partie de votre esprit. Quand vous recevez le sang de quelqu'un, vous recevez une partie de son corps et une partie de son esprit. Maintenant, la transfusion sanguine, c'est quoi? C'est quoi? On prend ton sang, mais tu prends ton sang, tu le donnes à quelqu'un, ou bien tu reçois le sang de quelqu'un. Maintenant, la question qu'on se pose, sachant que le sang, c'est l'âme et le corps, est-ce qu'un moutou, c'est la question qui avait été posée, devrait se faire la transfusion sanguine? Acceptez cela. La réponse que j'ai donnée, elle est la suivante. J'ai dit au frère en question, prie d'abord pour que tu ne sois pas dans des situations où tu as besoin d'une transfusion sanguine, pardon. C'est la première chose. Donc priez pour ne pas être dans la situation
on a besoin d'une transfusion sanguine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si malgré tout, on se retrouve dans une situation où on a besoin d'une transfusion sanguine, où on n'a pas le choix, priez pour que la personne qui vous transmet le sang soit un moutou qui obéit aux instructions. Je répète, si on a besoin, malgré tout, d'une transfusion sanguine, priez pour que la personne de qui vous recevez le sang soit un moutou qui obéit aux instructions de Yah. Troisième chose, si ce n'est pas possible d'avoir une personne qui respecte les instructions de Yah et qui est un moutou qui vous donne le sang, à ce moment-là, priez pour que le sang que vous allez recevoir n'ait pas d'effet dans votre vie. Donc ça veut dire que ce soit le sang d'un moutou qui n'obéit pas aux instructions, que ce soit le sang d'un non-moutou, donc un Africain ou bien un Européen, qui n'obéit pas aux instructions, priez pour que son sang n'ait pas d'effet dans votre vie. Voilà la réponse. J'espère qu'elle est claire et simple. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit ce que j'ai dit. Conclusion de la dynamique de la mélanine, c'est quoi? C'est la suivante. Peuple Moutou, fils de Yasharala, Ban Yasharala, descendant d'Abraham, de Yitzhak, d'Israël Yasharala, Deutéronome te dit quoi? Que tu es un peuple spécial, tu es un peuple particulier, que tu es le modèle de Yah. Embrasse ta mélanine, accepte la couleur de ta peau, cesse les blanchiments de peau, accepte tes traits naturels, tes narines, tes yeux, ta densité osseuse, accepte cela. Tes cheveux, ne lisse pas tes cheveux, garde tes cheveux naturels. Femme, moutou, accepte tes formes naturelles. Arrêtez avec la chirurgie esthétique. Acceptez la façon dont Yah nous a créés. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la mélanine. La mélanine, c'est notre ADN. Elle nous permet d'être équilibrés. Elle nous permet d'être rapide dans la réflexion. Elle nous permet d'être spirituel, d'être connecté réellement à Yah. La mélanine, c'est tout simplement notre façon de vivre. J'espère que c'était clair pour tous. Et à tous, je dis Shalawam.